d'entamer un thème qui est très intéressant, à mon avis, original, dans la mesure où on va penser l'itinéraire de recherche de notre collègue Abdel-Latif Mrabt. Donc, ça sera sûrement, à mon avis, une séance, j'espère, une séance intéressante, instructive. Et elle sera, on commence par une conférence donnée par notre collègue Lutfi Naderi, et elle sera poursuivie par éventuellement des commentaires ou des réactions de la part de notre collègue Abdel-Latif Mrabt. Et puis, le débat, après, sera donné à la salle. Je présente en quelques mots ces deux collègues que vous connaissez, mais sans faire rien, à la KIF. Alors, c'est Abdel-Latif Mrabt, il est professeur émérite de l'Université de Sousse. Il a occupé plusieurs postes, notamment doyen de la faculté des sciences, faculté de lettres et sciences humaines de Sousse. Était aussi directeur d'un laboratoire. Il a plusieurs publications, je ne vais pas les énumérer. Vous les avez en tout cas dans le message qui a été distribué. Mais quand même, je dois rappeler qu'il a, et c'est ça ce qui fait l'originalité ou l'objet principal peut-être de cette séance, il a écrit 2 romans. Il a commis 2 romans. 2 romans. Et tout l'intérêt, c'est de penser à cette expérience qui a été faite par notre collègue Abdel-Latif Mrabt. Et le premier, c'est d'une oasis à l'autre. Et c'est le roman qui lui a permis d'avoir un prix FUBA. Et le deuxième roman, Au nom du Père. Notre collègue, le professeur Lutfi Naderi, il est professeur à la faculté du 9 avril, faculté des sciences humaines et sociales du 9 avril. Il est historien, les deux sont historiens, antiquisants et archéologues en même temps. Historien, antiquisant et archéologue. Et puis, le professeur Lutfi Naderi, il a plusieurs publications. La liste, elle est longue. Il y a 48 articles, c'est pas peu. Et c'est tout, je vais m'arrêter là. Ça ne sert à rien de prolonger le CV. Alors, je vous donne la parole. Il a été ça, je ne le savais pas. Il vient d'être. C'était hier. Donc, on ne le savait pas. Mabrouk. Mabrouk. Donc, vous avez la parole. Vous m'avez dit, vous voulez à peu près combien? 25, 30 minutes. Très bien. C'est un peu ça. Et le puis, temps de dresser le cursus de ces Abdel-Latif Mrabt. D'accord. Voilà. Bon. Et puis après, on donnera la parole à c'est Abdel-Latif. Allez-y. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, honorables membres de l'Académie tunisienne, chers amis et collègues. Tout d'abord, je dois dire que je suis très honoré de prendre la parole ici à Beit el-Hakma, notre honorable institution de sciences, de savoir, d'humanité et surtout de débat scientifique et de discussion. Mais je dois dire également que je suis partagé un peu entre 2 sentiments, honneur et regret. Je dirais pourquoi. Honneur parce que c'est vraiment un honneur pour moi que de présenter le professeur Abdel-Latif Mrabt, que je connais depuis maintenant presque un quart de siècle.
C'est un honneur double que de le présenter un homme de science, de culture et surtout cette conversion vers la littérature. Néanmoins, j'ai en même temps l'immense regret que cette présentation soit faite en l'absence de son premier initiateur, son premier organisateur, ou disons les choses plus correctement, sa première initiatrice, sa première organisatrice, votre confrère, notre professeur à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, 9 avril, la regrettée Mounira Chapour-Tourmed. C'est elle qui a tenu bon à ce que le professeur Abdif Marab soit présenté ici à Beit el-Hikma. Et il m'a contacté il y a quelques mois, c'était l'été dernier, pour demander tout d'abord des nouvelles du professeur Abdif Marab et de me charger de cette tâche combien honorable pour moi. Donc, en effet, pour la regrettée Mounira Chapour-Tourmedi, j'ai eu la chance d'être dans ces salles de cours, des salles illuminées par sa présence, par sa science, sa pédagogie et surtout par sa modestie et par tout l'amour et l'affection qu'elle a pu nous porter. Son décès nous a toutes et tous bouleversés. Nous gardons toujours son souvenir auprès de nous. Que Dieu, le Tout-Puissant, lui accorde son infinie miséricorde et l'accueille dans son éternel paradis. Pour revenir à notre sujet de cette conférence, la présentation de Sir Abdif Marab, donc natif de Guebs, l'antique Takapé ou même Takapes, docteur de l'université Paris 1, titulaire d'une HDR de l'université Paris 4. Abdif Marab a enseigné principalement à l'école normale supérieure, puis à la faculté des lettres et des sciences humaines à Sousse, où il fit carrière en exerçant successivement les fonctions d'assistant, de maître assistant, de maître de conférence, puis de professeur. Actuellement, il est professeur émérite de l'enseignement supérieur. Cependant, Abdif Marab ne fit pas qu'enseigner l'histoire et l'archéologie antique, car il assura en parallèle, concomitamment, plusieurs charges académiques, depuis la direction du département d'histoire jusqu'au décanat, en passant par le vice-décanat, et la direction d'un laboratoire de recherche, et surtout, par la suite, la présidence de plusieurs commissions doctorales et autres. Aussi, rattaché en 2012 jusqu'à 2014 au ministère de la Culture, il y fut donc chargé de mission conseiller auprès du ministre de la Culture, puis de directeur général du patrimoine. Dans son roman, sur lequel je reviendrai un peu après, d'une oasis à l'autre, à laquelle je reviendrai, il se présente ainsi, d'une façon un peu brève et très concise. Je suis historien. La chronologie m'importe beaucoup et l'espace également. Je reviendrai à cette définition à la fin de la communication. Personnellement, donc, je connais le professeur Abdif Marab il y a maintenant presque un quart de siècle, presque jour par jour. Je l'ai accompagné pour la première fois dans une mission de prospection dans la région de Guebes pour la finalisation des inventaires des cartes archéologiques de Guebes, de Merth, de Ketena, de Koutine, dans le cadre du projet de la carte nationale des sites archéologiques et des monuments historiques, dirigé à l'époque par le professeur Salah Aziz, ici présent et que je salue. Depuis, je l'ai accompagné également dans des missions d'inspection dans la région de Kérouan. Et après, le destin a fait que je sois affecté en 2001 à la faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse en qualité d'assistant, là où le professeur Abdif Marab enseignait et élu en qualité de vice-doyen à l'époque. Pour résumer, Abdif Marab, historien de l'Antiquité, archéologue, versé dans les sciences du patrimoine ainsi que dans l'étude de différents aspects de la culture matérielle, dans ses différentes déclinaisons temporelles, mena aussi une importante activité de chercheur. On lui connaît plusieurs études et publications d'histoire et d'archéologie. Sa production variée, en conséquence, peut paraître éclectique, mais nous y décelons néanmoins de constantes lignes d'intérêt scientifique que voici. Un premier centre d'intérêt majeur pour l'étude de l'occupation du sol dans l'Antiquité, avec beaucoup de publications sur le sud-est du pays, la région de l'Arabe, le Kérouanais, le Kaban, le Sahel. Un deuxième centre d'intérêt, une préoccupation de recherche qui concerne l'Antiquité tardive, voire même du Haut Moyen-Âge, ainsi que le christianisme. Un troisième centre d'intérêt, je passerai rapidement par la suite les différentes publications. Un troisième volet d'activité de recherche porte sur les sciences du patrimoine,
avec des écrits afférents tant à la gestion qu'à la sauvegarde des biens culturels. Actuellement retraité, Abdel Mrabat, il demeure donc universitaire en continuant la recherche en tant que professeur émérite. Il répond régulièrement aux sollicitations scientifiques multiples et académiques. De plus, même ces derniers temps, il s'est mis à la création, puisqu'il a écrit coup sur coup 2 romans, dont le premier a obtenu le prix de la Fondation Abdelwahab Ben Ayed du roman en langue française pour l'année 2022. Pour passer rapidement les ouvrages, vous voyez ici une liste d'ouvrages, la Tunisie du Sud, la frontière romaine de Tunisie, à l'Agence nationale, donc l'Agence de la mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle, l'art de bâtir au Géride, Tisdrus, l'Antique El Jem, et les 2 romans à la fin, d'une oasis à l'autre, en 2022, et rapidement, presque 10 mois de décalage entre les deux, Au nom du Père, qui est un roman publié en 2023. De même, il est responsable, donc une idée sur les ouvrages d'une façon un peu rapide. Il est donc le responsable de l'édition scientifique de 13 actes de colloques organisés dans le cadre de la faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse, notamment ceux organisés dans le cadre des travaux de laboratoire qu'il dirigeait jusqu'à 2022. Donc, 13 actes de colloques. Voici un peu une idée sur les couvertures de quelques actes de colloques. Concernant les articles, une cinquantaine ou presque, seul ou en collaboration avec d'autres collègues, avec ses étudiants, ses amis, des Tunisiens et d'ailleurs. Il est également, donc, il a fait les préfaces de plusieurs ouvrages, préface de l'ouvrage de Monsef Ben Moussa sur la production de la sigillie africaine, préface de l'ouvrage de Jihan Nasf, toujours la céramique, des actes du colloque de Saad Nelouhish sur la céramique islamique, et tout dernièrement, en 2021, l'ouvrage de notre collègue de la faculté de Sousse, Salah Hussein, le Divus en Afrique romaine, une recherche d'épigraphie. On lui doit également des ouvrages, des chapitres dans des ouvrages collectifs, des manuels essentiellement adressés au grand public, des notices, donc également donc des notices dans les encyclopédies, une variété de thématiques, Alexandre le Grand, la Syrie, l'Empire babylonien, les Berbères, Carthage, les croisades, Istanbul, donc bien de thèmes dans les encyclopédies. Et parmi les encyclopédies, nous avons l'encyclopédie berbère avec des entrées, avec des articles sur Merf, sur Oya, sur Solomon, sur Takapé, sa ville natale, Temezegeri Touris et Tbaga. Venons au roman. Il y a également beaucoup d'articles avant d'arriver au roman. Il y a beaucoup d'articles et des entrées multiples dans des articles dans les revues. Ulysse, Historia, Capitalis, Leaders, donc une panoplie de publications qui s'intéressent tout particulièrement au patrimoine tunisien. Donc toutes ces publications, toutes ces connaissances, témoignages d'une érudition sans faille, furent capitalisées et utilisées à bon escient pour la rédaction. On va voir donc toutes ces connaissances sont valorisées dans ces œuvres littéraires par la suite. Donc, de bonnes connaissances, capitalisées et utilisées à bon escient pour la rédaction de deux romans. En effet, tout récemment, Abdel Mrabat s'est converti à la littérature. Il est l'auteur de 2 romans qui retiennent notre intérêt, d'une oasis à l'autre et au nom du Père. Pour d'une oasis à l'autre, vous voyez la photo, la couverture, c'est un roman autobiographique paru dans l'édition Contraste Édition au mois de mai de l'année 2022, avec en couverture une stèle d'époque punique, maquette de Si Abdelazak Khchim, en 222 pages, 30 chapitres, ou plus correctement, 32 séquences nostalgiques des épisodes de mémoire. Pour le contexte de la rédaction, c'est le confinement, obligé conséquence de la pandémie Covid-19. Abdel Mrabat s'est posé la question, que faire pendant tout ce temps, lui dit-il, qui est habitué à aller tous les jours au travail à raison de 2 séances quotidiennes.
comment meubler le temps dans le cadre d'un confinement qui ne vient que de commencer. Les idées n'avaient pas manqué, mais il y a l'écriture, une écriture pour soi, avec soi et sur soi. C'est un roman autobiographique en bonne et due forme. Mais le confinement est purement physique. C'est lui qui s'exprime ainsi. L'esprit, quant à lui, on ne peut plus libre, vogue, comme bon lui semble, choisissant où s'arrêter et quand s'arrêter. D'une oasis à l'autre, donc c'est un roman autobiographique. D'ailleurs, c'est ainsi que l'auteur la présente dans la couverture de l'œuvre. C'est un roman qui appartient à ce genre littéraire qui relate des conséquences de sa vie, de son expérience, de ses pérégrinations, de sa formation, de son quotidien, de son milieu, de ses relations, de sa petite enfance, de la famille, de l'école, des études, des angoisses, de ses réussites et de sa vocation littéraire également. L'auteur de l'œuvre n'a pas tort en la qualifiant ainsi. Par cet honneur, ce roman autobiographique répond bel et bien à une définition de ce genre littéraire donnée par Philippe Lejeune, universitaire français spécialiste de l'autobiographie, qui la présente ainsi. Le récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle et en particulier sur l'histoire de sa personnalité. Néanmoins, contrairement au récit biographique, ici, la chronologie n'est pas de mise. Elle n'est pas du tout respectée. Il semble que ce sont les souvenirs qui ont imposé le rythme du roman. Ce sont donc des séquences de la vie de l'auteur qui sont mises en relief, en vedette, en scène, mais pas toutes. C'est un choix sélectif que l'auteur a voulu partager avec ses lecteurs. Donc, plutôt que de l'inspiration et de l'invention, on va revenir dans notre roman, donc plutôt que de l'inspiration et de l'invention, qui ne manquent pas d'ailleurs dans ce roman, ainsi que le talent et la création, cette autobiographie est une histoire, un récit que le professeur Mrabt fait de sa propre vie. Dans toutes les parties du roman, le professeur Mrabt est narrateur de faits authentiques, artistiques, comment présenter les lieux, les hommes, le temps ou les temps, les sentiments, les événements, l'enfance, les déplacements. Plutôt que de parler de soi-même sans être le héros principal, c'est l'autre qui est le héros principal. La mère, le père, les frères, les sœurs, les amis, tunisiens et d'ailleurs, puisque l'amitié, il le dit, n'a pas de frontières. Babacar, le Malien, par exemple. Les enseignants et les maîtres, les voisins et même les animaux trouvent place. Que de lieux invoqués, Nafta, Gebs, Wudrf, Paris, très peu Tunis. Et c'est Nafta et Gebs qui étaient à l'honneur, des villes oasis, avec une avec son oasis de l'intérieur et l'autre une oasis sur la mer, décrite admirablement par le naturaliste romain Pline l'Ancien, qui nous a laissé un descriptif détaillé en matière d'agriculture étagée, ainsi que de la bonne gestion des sources. De même que de personnalités. Shahba la potière, je reviendrai à Shahba, c'est très intéressant. Mani, le gourou du Géride, un homme à tout faire, sourcier, testeur des bois de palmier, une sorte d'homme de providence dont tout le monde appréciait les services. La mère, la maman, il aimait sa maman, mais comme tous ceux qui étaient obligés de quitter la maison paternelle pour des destinations multiples, des pérégrinations qui peuvent durer longtemps, on découvre au moment de départ au ciel, on découvre qu'on n'avait pas assez profité de leur présence et de leur tendresse. La père, mais très peu d'attestations du père, mais même lorsqu'il parle du père, il termine ses discours par parler de sa mère. Une autre personne, Nejma, la coqueluche de Gebs, une noire d'un certain âge, potelée, à la peau luisante et aux formes resplendissantes, une sorte de déesse mère, l'une des Vénus de la préhistoire. Donc on voit l'histoire qui est dedans. Je reviendrai après. L'une des Vénus de la préhistoire, souvent assise le matin à l'entrée du souk de Gebs, assise sur terre. Le maître Jean de Vis, même des personnalités historiques, on appelle à l'histoire Ibn Shabbat, Tahar Lassoud, Sidi Boulbab al-Ansari,
et d'autres. S'agissant des temps et des faits, il est autre que celui de la narration et de la rédaction. L'œuvre est rédigée en se basant sur un appel au souvenir, un appel fluide et simple d'événements, et plus qu'un demi-siècle, comme s'ils se sont reproduits ou se produits hier, comme si c'était hier, ces événements se sont déroulés. Il est arrivé à se rappeler des moindres détails d'un événement qui s'est produit, il le précise, à la fin des années 50, l'indépendance toute fraîche, c'est-à-dire il y a plus que 60 ans, et précisément à 7h20 du matin. C'était l'affaire des gens, il était à l'école. C'était l'affaire des gens morts pour des sauterelles. C'est le Koustaye migratoriae, fort riche en protéines à cause d'un champ de mines posé à la lisière de la frontière tuniso-algérienne à l'époque coloniale. Donc la pandémie du Covid-19 et de sa conséquence immédiate, le confinement obligé, ont été une occasion au Nord pour que le professeur Abdel Mrabt a profité. C'est dans ce contexte que ce roman autobiographique fut composé, en faisant appel aux souvenirs et à la nostalgie quelquefois. C'est solliciter la mémoire et à plonger dans le passé. Ainsi, le professeur Abdel Mrabt nous fait connaître ce qu'il était. Loin de nous livrer le bilan de sa vie, il nous donne des éléments qui expliquent, nous le connaissons, qui expliquent son tempérament, ses attitudes, ses convictions et son comportement. Pour ceux qui ne connaissent pas Abdel Mrabt, il faut lire l'ouvrage à mon sens. On peut comprendre tout du professeur Abdel Mrabt concernant son comportement, ses convictions, quelquefois la réticence. Les explications se trouvent d'une oasis à l'autre. L'amitié également était de mise, est mise en relief, alors que dans certains cas, c'est beaucoup plus une complicité et un partage de stratégie, car dans le fond, c'est la rivalité et la concurrence en matière d'apprentissage, de lecture avec les copains de l'école, tant en arabe des lectures, tant dans la langue de Molière, le cas d'un ami de classe, Hedi. L'enfance, c'est aussi les jeux. L'auteur et les inventaires archéologiques, dans le cadre du projet de la carte nationale, dans l'ouvrage, dans le roman, il dresse la liste des jeux. Donc, il ne s'empêche pas d'être le technicien de l'inventaire, si j'ose dire. La liste donc des jeux des enfants du Jrid, qui jouaient rarement au ballon, l'Akfa, dans une vision patrimoniale, et comme s'il prépare un petit prospectus pour faire connaître ce jeu, Abdel Mrabt précise qu'elle se jouait à pieds nus, munie d'une batte grossière, un bâton, généralement taillé dans une branche d'arbre, le plus souvent de palmier, alors que le ballon est fait de chiffon, ou plus rarement d'un pelage de dromadaire. Il n'hésite pas à nous révéler les différentes appellations de ce même jeu dans les pays du Maghreb, Touchkomt et Koura en Algérie, El Mekcheh au Maroc, donc toujours dans l'esprit de l'inventaire et la vision patrimoniale dans un roman autobiographique. Les moments du lycée, la danse en tandem, un remake de la scène du film Zorba, il a fait du cinéma, Zorba le grec, la musique, les blues à Paris, l'amour, de l'image, le cinéma, tout y est. Les monuments, les églises, les lycées, la mer de l'intérieur, les marabouts de Sidi Bouali Sunni, les hammams, tout est bien décrit ici. Les métiers essentiellement liés à l'économie oasienne sont également à l'honneur. Les vendeurs ambulants, les sacs remplis de dattes, de légumes secs et même de sauterelles sautées. Le barbier qui lui est arrivé de circonscrire, d'arracher les dents, de pratiquer les saignées médicales et à l'occasion de procéder également à la pose des cautères. Le marchand des beignets, le boucher, les commerçants atypiques versés dans la négoce du tapis et des produits divers de tissage, le matelassier, Hassan ou Hassan, un métier de promiscuité, connaissant également en sparterie. C'est Abdel Mrabt ne cache pas par sa crainte une disparition, donc toujours dans une vision patrimoniale, ne cache pas sa crainte d'une disparition à jamais de ce trésor humain et de ce savoir-faire ancestral. La ville n'a plus de matelassier, le dit, ni de... Mais on ne peut pas terminer cette partie que nous venons de consacrer au métier sans parler de Shahba, la potière,
créatrice d'objets, originaire de Quinin, dans l'Oued Souf. L'admiration que le petit Abdel Mrabat avait pour cette dame semi-nomade et pour tout ce qu'elle prépare comme produits artisanaux, tous faits à la main. Et le pain traditionnel fait dans le Rennais ne l'a pas empêché de faire attention à tous les toponymes d'origine berbère, toujours la vision patrimoniale. Tous les toponymes berbères d'origine berbère de la région de Oued Souf, révélés par par Shahba, la potière. Des toponymes mystérieux à l'époque, tous du côté donc du Erg, du grand Erg oriental. Gmar, Temassin, Melghir, Tixbet, Zgoum, Umres, Tarzout, étant de toponymes donc du sud tunisien et du sud et de la partie algérienne de la région de l'Oued Souf. L'oasis de Nafta était également à la nord, celle de Gebs également. Donc, elle trouve une place de choix dans ce roman. Des fois, comme lieu d'enfance, et dans d'autres, dans des discours du patrimoine, un discours patrimonial d'un archéologue soucieux de la préservation pour des générations futures et de la mise en valeur, dénonçant à plusieurs reprises le sort de l'oasis de Gebs. Ça rejoint ces articles dans Leaders et d'autres revues. Saad Mrabat, l'historien et l'archéologue, fait périodiquement apparition dans ce roman. En effet, dès les premières pages, il ne tourne pas le dos à sa qualité d'historien, l'archéologue et l'historien. En soulignant le contexte de la rédaction de ce roman, le confinement du mois de mars 2020, il rappelle que les derniers cas de peste enregistrés à Tunis ainsi qu'à l'intérieur du pays remontent à 1930-1931. Mais pas seulement ça, il rappelle les toponymes et où la mémoire collective ont quelquefois gardé souvenir de confinement ou d'isolation forcée à travers des îlots et des sites de quarantaine et de lazaret, comme c'est le cas de Chekli, Ghar el-Mellah, Qlibia, Sousse, Monastir al-Ghdamsi et à Tunis même, là-haut, sur la colline de la Rabta. Voilà un peu une idée sur le premier roman de Saad Latif Mrabat. Le deuxième roman, Au nom du père. Si le premier était autobiographique, ça c'est un roman en bonne et due forme. C'est le deuxième roman de Saad Latif Mrabat, de 195 pages, paru 10 mois après son premier roman d'une oasis à l'autre, c'est-à-dire au mois de mars de l'année 2023. Dans la même maison d'édition, Contraste Édition, maquette encore une fois de M. Abdelrazak Khchin, avec en couverture, que vous voyez, un rayon de livres alignés, un petit zoom sur le rayon de livres ou la rangée du livre. J'ai eu du plaisir à lire les noms et les titres affichés. L'art d'aimer David, Outrage aux mœurs et autres nouvelles d'Alphonse Boudard. La dispute sur le vivant de Jean-Didier Vincent et de Jacques Arnaud. La planète des singes, L'origine échevelée de Patrick Besson et d'autres. Le choix de cette photo de couverture n'est point arbitraire ou gratuit. C'est une rangée d'ouvrages et de romans qui, tous, ne sont pas sans trahir le contenu du roman, Au nom du Père. C'est révélateur. Du roman, donc Au nom du Père, de ses événements, de ses personnages et de leurs lieux privilégiés et de prédilection. Le lieu privilégié, une place au centre d'une ville tunisienne, marquée par une librairie, d'où les livres. Au nom du Père est l'histoire de 5 sexagénaires attristés quelque part par la mort de 2 de leurs amis, de leurs collègues. Le premier est Sadek Najah et le second Amin Baraket, au temps d'une crise sanitaire. Je reviendrai à ça. Pour Sadek Najah, le premier à partir emporté par une crise cardiaque dont la mort stupéfia le pays, pleuré par toute la ville et dont aucun signe n'annonçait le départ, est un libraire, un homme de culture, grand faiseur de culture, un bibliophile fervent de la langue française et de plurilinguisme, sans négliger aucunement la langue arabe. Il est fort attaché également à ses orchidées. C'est un citoyen hors pair, c'est ainsi que Saad le présente. C'est un citoyen hors pair. La ville lui doit également son festival international et l'organisation de plusieurs manifestations culturelles réussies.
Il n'a jamais couru les postes, une personne aux idées tant originales que percutantes. Son action pour la culture était multiforme et pluridimensionnelle. Défendre le livre, le rendre disponible. Donc c'est toujours l'historien, l'homme de culture, si vous voulez. Défendre le livre, le rendre disponible pour tous les citoyens en proposant d'agir sur son coût et de son prix de vente, défendre le droit de la propriété littéraire et artistique, soutenir les libraires et les éditeurs, les auteurs et les traducteurs, ainsi que les artistes et les créateurs de façon générale. Bref, Sadaq Najah, à en croire les journalistes de l'époque, a été officieusement sorte de ministre permanent, sans l'avoir été, était le ministre permanent et perpétuel de la culture dans le pays. Le second, que les 5 sexagénaires étaient alarmés pour son départ, Amin Barakat, victime d'une insuffisance cardiaque, un économiste de profession, un ancien directeur de l'administration centrale du ministère des Finances, anglophone, averti. Par patriotisme, il a préféré rester dans le pays que d'aller travailler pour le compte d'organismes internationaux, l'ONU, l'FMI ou la Banque mondiale. À la retraite, tournant complètement le dos à l'économie et aux finances, il s'est donné à l'écriture, celle de ses mémoires, comme l'a fait Saad Fmrab dans le premier ouvrage, le premier roman, celle de ses mémoires, dont les chroniques s'arrêtent à 2011, l'année de la dite révolution du jasmin, selon l'expression de l'auteur. Des mémoires qui relatent sa longue et remarquable carrière au ministère des Finances. Ces mémoires de Amin Barakat, un roman autobiographique, un roman qui n'est pas sans rappeler le premier roman de l'auteur Abdel Mrabt d'une oasis à l'autre. Amin Barakat, tout comme l'a déjà fait Abdel Mrabt, ou vice-versa, ou peut-être il faut prendre l'un pour l'autre, a rédigé, dit-il, un livre personnel, où, c'est comme ça qu'il le dit, un livre personnel où je me mets en scène, où je m'analyse. Là aussi, bien entendu, je ne dis pas tout de moi, de ma vie, comme l'a fait Abdel Mrabt dans le roman d'une oasis à l'autre. Encore une fois, le portrait est dressé par l'auteur d'Amin Barakat, ayant une écriture basée sur l'émotion, tout en puissance chez lui. Le verbe est toujours sincère et le ton est clair et limpide. Tout est dehors dans un style souvent élégant. C'est une image qui n'est pas sans rappeler, encore une fois, le profil du professeur Abdel Mrabat dans son premier roman d'une oasis à l'autre. Pour les deux, l'écriture est thérapeutique. C'est ainsi que le présente. Écrire, c'est aussi se soulager. Les 5 sexagénaires, les héros principaux donc, du roman, de hauts fonctionnaires, ont beaucoup d'atomes crochus, une complicité de générations. Le premier, c'est Ahmed Jebr, un nom dans le monde de la communication et de l'audiovisuel, spécialiste des médias de toutes sortes, ex-journaliste, puis patron de télévision nationale et privée. C'est Mostafa Kileli, juriste de renom, retraité de l'enseignement supérieur. C'est Aziz, on n'a pas le nom de famille, a fait carrière dans le monde des finances et de la banque, ex-financier de profession. Il a dirigé des programmes financiers et de développement en partenariat avec des organismes internationaux. Le quatrième, donc l'avant-dernier, c'est Hussein, universitaire, ex-recteur, linguiste et spécialiste de la littérature comparée et auteur de nombreux ouvrages qui a réussi des programmes de coopération dans le domaine de la recherche scientifique. Le dernier, c'est Lazar, un fonctionnaire international employé de l'ONU à New York, un traducteur professionnel hors classe. Ceux-ci sont rejoints à la fin du roman par Salah, un cinéaste de profession qui vient enrichir le répertoire de discussion. Notable, socialement atypique, des personnages grataillés qui, contrairement à beaucoup de retraités, ils ne vont jamais au café, ils ne jouent pas aux cartes, ni à quel autre jeu de cartes. Ils n'aiment pas le football, détestent le vacarme des lieux publics. Comme s'ils venaient d'un autre monde et d'un autre temps. Ils sont tous d'une bonne réputation, d'intégrité et de probité. L'auteur déplore leur départ à la retraite, le temps professionnel étant révolu. Dans un pays, la Tunisie,
en crise et qui a manifestement besoin de telles compétences dévouées pour servir la chose publique. C'est peut-être un peu, pour tous qui connaissent le professeur Abdel Marab, c'est un profil de ses qualités, de son tempérament et de son caractère. En cercle littéraire, passer pour un sanctuaire littéraire, voire un club de la librairie, Najah, le premier à avoir parti, et pour discuter de tout et de rien, des discussions pas rarement politiques, fréquemment culturelles. Ils avaient l'habitude de se réunir régulièrement autour d'une table en face d'une librairie, sur une place au centre d'une ville tunisienne dont l'auteur n'a pas révélé le nom. Une ville littorale au climat, je vous laisse deviner, une ville littorale au climat tempéré, sain et acceptable, peut-être Sousse, ou plus vraisemblablement Gebs, deux villes qui lui sont très chères, la première étant son lieu de naissance et la seconde étant celle de son lieu de résidence et dans laquelle il effectua une bonne partie de son cursus professionnel d'enseignant, de chercheur et de commis de l'État. Le roman tourne également autour des modalités et des propositions cherchées par les 5 sexagénaires à exaucer les vœux des deux amis qui viennent de quitter le monde des mortels. La place qu'ils occupèrent, minutieusement décrite par l'auteur comme un archéologue, dont les détails les plus infimes, est marquée par une série de platanes et de peupliers plantés en alternance, comme s'ils faisaient la description des sites archéologiques, dans laquelle ils occupent un petit carré à l'ombre d'un grand platane, un arbre d'alignement et de décor utilisé généralement pour orner les places et les rues. Le vœu de feu Sadr Najah, mais engagé par ses amis, mais réellement concrétisé par son fils, les enfants maintenant qui apparaissent, d'où l'intitulé, la réaction, donc la création d'une fondation maghrébine, strictement littéraire, avec un jury de qualité, des jurés de renommée, eux-mêmes écrivains, un prix maghrébin de la littérature francophone, suite à une dynamique de production littéraire maghrébine, un français spécial, forcément imprégné de notre langue maternelle et natale, le français étant, comme disait Khatib Yassine, un butin de guerre. C'est un essai de réussir une union du Maghreb pour la littérature, par la francophonie du Sud. Une compensation, peut-être c'est comme ça qu'il le présente, une compensation à une union du Maghreb arabe qui peine à voir le jour, ainsi qu'une union pour la Méditerranée proposée depuis 2008, restée chimérique. Une fondation qui propose un prix littéraire, une fondation sans pareil, dit-il. En effet, Sadr Najah militait pour une autre francophonie, une francophonie que les Maghrébins ont en partage, différente de l'officiel, de l'institutionnel. C'est une fondation pour un prix pour récompenser un roman ou un essai en français, écrit par un francophone de ce côté-là, de la Méditerranée. Une francophonie différente, nationale en quelque sorte. Le vœu d'Amin Baraket, c'est la publication de ses mémoires. Le roman, donc, par le biais de discussions entre les membres de ce cercle littéraire, alterne un descriptif de la vie privée des deux amis qui viennent de partir, Sadr Najah et Amin Baraket. Par la même occasion, le roman alterne les liens entre les deux pères et les deux fils, respectivement Youssef et Saïf, malgré des itinéraires différents et des liens nettement contradictoires, amical et convivial entre Youssef et Sadr Najah, le libraire, alors que conflictuel et équivoque entre Saïf et son père Amin, le commis de l'État. Ils n'ont pas hésité à leur rendre hommage, malgré ces liens conflictuels quelque part. Le premier par la constitution de la Fondation maghrébine de la littérature avec les 5 sexagénaires, et le second pour les efforts consentis pour la publication des mémoires de son père. Youssef Najah, brillant et sans chercher à remplacer son paternel et par fidélité à son mémoire, il ne veut toucher à rien, donc le patrimoine familial, qui ne puisse faire renoncer les sexagénaires à continuer à venir à la librairie. Ils viennent souvent, malgré le départ de Sadr Najah, et avec ses succursales au centre du pays, au centre et au sud du pays,
qui reste finalement cette librairie, sorte de lieu de mémoire. Voilà un peu rapidement concernant ce roman. Dans ces deux romans, et surtout dans cette seconde, c'est Abdel Mrab et la mise en valeur donc, de ses connaissances historiques, archéologiques et de la mythologie gréco-romaine et de ses préoccupations patrimoniales. Il fait défiler, donc il fait parler de ses défilés, ses parades de festivités estivales, le dieu Océan, en premier accompagné de dizaines de ses Néréides, de son épouse Thétis. J'étais obligé d'aller chercher c'est quoi cette déesse, qui dans la mythologie grecque, une déesse sous-marine, archaïque, là, mais connaît très bien ses sœurs, sœur et épouse d'Océan, et de qui elle eut de nombreux enfants. En parlant également des Neptunalia, une fête religieuse romaine célébrée en l'honneur de dieu Neptune, divinité des eaux, au milieu de l'été, pendant 2 jours, à partir du 23 juillet. Le patrimoine également est lié, et sa mise en valeur. La conciliation entre l'histoire et l'environnement, les fusionnant dans un seul et même événement de festivité collective, un succès du patrimoine naturel et culturel de la ville. Gebs ou Sousse. Défendre le patrimoine, même le patrimoine familial, le refus de la vente des maisons des ancêtres. Il parle également de l'intervention des banques, ou plutôt de certains de leurs responsables acquis au mécénat et qui ont commencé à s'occuper de la culture, notamment du patrimoine, les uns parrainant un monument, les autres soutenant un festival. Des banquiers maghrébins également, pas seulement tunisiens, d'Alger, de Rabat, disposés à prendre la part de la Fondation maghrébine de littérature. Il parle également de la politique nationale du livre, dit-il, qui donne à sourire, tant elle est primaire, réduite à quelques mesures dites de subventions accordées à quelques-uns et refusées à beaucoup d'autres, cela en fonction de critères on ne peut mieux, malheureusement, subjectifs. Il présente certains de ces personnages de son roman comme de bons connaisseurs du patrimoine culturel et du savoir-faire. Le professeur Abdel Mrab fait parler ces personnages à propos de tel ou tel sujet, à propos de telle ou telle situation culturelle, des critiques et en dressant des bilans à titre d'exemple et un peu complexe. Tous ceux, je vais donner un exemple, tous ceux qui font du livre ne sont pas des éditeurs de métier. Pour lui, on ne peut. C'est une sorte de bilan, de conseil pour la valorisation du livre. Pour lui, on ne peut se déclarer éditeur si on ne l'en suit pas sans livre, si on ne veille pas à sa qualité d'impression et à son exécution, si on n'assure pas la promotion, la diffusion et la distribution, si on ne respecte pas l'auteur en lui accordant son dû. Il profite également de ses connaissances juridiques. C'est un petit peu la fait du droit au début. Une bonne description au détail concernant comment faire ou comment constituer la constitution des fondations. J'arrive un peu à la fin. Tel est le parcours du professeur Abdel Mrab dans tout ce qu'il a écrit, dans ses articles, ses ouvrages, ses préfaces et même dans ses romans. Il a fait souvent appel à ses connaissances d'histoire, d'archéologie et du patrimoine, malgré ses tentations de la littérature ô combien absorbantes et attirantes. Il n'a pas renoncé à sa vocation primaire, celle de l'historien et de l'archéologue, ou comme il se présentait lui-même dans son premier roman, d'une oasis à l'autre. Excusez-moi, j'ai déformé un peu la phrase, je l'ai retouchée légèrement. Je suis l'historien, je dis il le restera. La chronologie m'importe, c'est comme ça qu'il se présente, la chronologie m'importe, l'espace également, malgré les tentations de la littérature. Mes excuses, c'est Abdel Mrab pour avoir retouché votre manière de voir cette première phrase. Mes excuses si j'étais un peu lent. Et merci, Monsieur le Président. Merci, c'est Lotfi, pour cette conférence assez riche et enrichissante. D'abord, je voudrais vous remercier pour d'avoir rappelé
que ce séminaire a été conçu et programmé par Feu Mounira Chapoutou. Donc, moi, j'ai hérité cette initiative et voilà. Et jusqu'à d'ailleurs, jusqu'à ces derniers jours, j'étais en contact avec elle par téléphone. Elle me rappelait cette séance qui doit se tenir, etc. Merci à notre chère Mounira d'avoir fait cette initiative. Merci à vous d'avoir répondu à cette sollicitation et d'avoir concrétisé ce vœu de notre chère Mounira. Malheureusement, moi, je n'ai pas lu ces deux livres, ces deux romans. Et je dis, pourquoi je viens ici pourquoi je viens ici sans avoir lu d'abord ces deux livres. Et donc, je m'excuse auprès de vous de ne pas avoir fait cela. Et donc, ce que j'ai aimé le plus, permettez-moi de dire, et ce qui nous intéresse ici avec le Hikma et dans ce séminaire, c'est pas sur ce que vous avez dit sur le cursus universitaire de Abdelatif Mrabout. On le connaît d'abord, il est très connu, ce n'est pas une découverte pour moi du moins. Et puis on a le CV et qui a été distribué. Ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est ce que vous avez dit à propos de ces deux romans. Et c'est ça ce qui nous intéresse, penser ce travail et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Je ne veux pas parler maintenant des petites remarques que j'ai, je vais les réserver après avoir donné la parole au professeur Abdelatif Mrabat pour qu'il réagisse à sa manière à ce qui a été dit. Après, on discutera de ce qui a été dit jusque-là. À vous la parole. Bien, merci, c'est Abdelhamid. D'abord, permettez-moi de commencer par remercier l'Académie pour cette invitation. Il y a longtemps que je ne suis pas venu ici. Je suis venu en 2007 présenter un ouvrage que j'avais coédité à l'époque avec un collègue espagnol intitulé In Hispania et in Africa, ou plutôt In Africa et in Hispania. À l'époque, c'était en 2007, donc c'était une première. Donc, la sortie du livre qui est apparu en Espagne, en Catalogne, et on l'a présenté ici, en la présence de l'ambassadeur d'Espagne à l'époque. La deuxième fois que j'étais venu, c'était il n'y a pas longtemps, c'était je crois en 2021, pour représenter ce que peu de gens savent, donc l'Académie tunisienne, dans l'association internationale donc des académies, dans le cadre d'un projet scientifique intitulé Corpus international d'épigraphie amphorique. Et je suis donc le représentant scientifique, si vous voulez, donc, de l'Académie tunisienne pour ce projet. Et donc, je fais un rapport annuel, donc chaque année. Je rends compte à l'Union donc, académique internationale des travaux et des découvertes faites en Tunisie. Ça, c'était la deuxième fois. Et maintenant, c'est la troisième fois que je viens officiellement. Donc, merci donc, pour cette invitation. Aussi, je voudrais à mon tour donc, dire un mot aussi sur le départ de cet événement et qui, comme vous l'aviez dit, tous les deux était à l'initiative de la regrettée Mounira Chapoutot. C'est elle qui avait eu cette idée, c'est elle qui l'a conçue. Hein, je parle de conception. Je pense qu'elle voulait, en quelque sorte, donc transmettre un message sur
sur la transition, parce que l'idée qu'elle avait en tête, malheureusement, je n'ai pas discuté avec elle, hein, je l'ai eu au téléphone 2 ou 3 minutes, et on s'est mis d'accord sur le principe. Elle m'a proposé que ce soit l'autre fille, Naderi, qui fasse la présentation. Et puis, on devait en reparler, mais malheureusement, vous savez la suite, hein, le sort, on a voulu autrement. Donc, moi, je pense que ce qu'elle voulait, c'est ce passage entre deux générations, la mienne et celle de l'autre fille. C'est en quelque sorte un passage de relais, hein, comme pour les 400 mètres relais ou 400 mètres haies, je ne sais plus dans quelle discipline, où les athlètes se passent le relais. Et je pense que c'était ça le message. Donc, et je pense même qu'en réalité, dans cette affaire, il y a 3 générations. C'est ça qui est aussi remarquable. Il y a la génération de Mounir, euh, qui aurait pu être mon professeur, même si l'âge n'est pas, la différence d'âge n'est pas grande. J'aurais pu être son étudiant. La mienne et puis celle de Lotfi Nadel qui est jeune, comme vous le voyez. Donc voilà, c'est. Alors, on ne peut pas ne pas penser. Oui, on peut pas. Regardez jeunes et moins jeunes, c'est tout. On peut pas ne pas avoir une pensée donc pour Mounira, paix à son âme. Voilà, c'est aussi remercier en troisième lieu mon ami Lotfi Nadel, donc qui est un compagnon de route, comme il l'a dit. Ça fait des années que nous, comment dire. Nous travaillons ensemble, que nous nous côtoyons sur le terrain, mais aussi à l'université. C'est quelqu'un qui est au firmament de sa réussite scientifique, de sa carrière scientifique. Je pense que il va faire un bon usage de ce relais et je pense aussi qu'il va le porter peut-être, sinon sûrement, plus loin que je l'ai fait. Voilà. Bon, maintenant, pour le reste, donc, ce qu'il a dit est juste et vrai. Bon, d'abord, un petit mot sur ma carrière, bien qu'il soit difficile de parler de soi. Moi, j'ai eu la chance, en quelques mots, d'avoir fait mes études en France, du temps où c'était important de faire ses études en France, où il y avait des savants en France. Et c'est pour ça que dans mon premier roman, le nom de mon professeur, de mes professeurs, reviennent très fréquemment. Ce sont des gens qui nous ont marqués, ce sont des gens qui nous ont en quelque sorte, comment dire, inspirés. Hein, on a voulu leur ressembler, on a voulu faire comme eux. Voilà, donc ça, c'était ma première chance. La deuxième chance, c'est d'avoir été nommé en 1986 à l'École normale supérieure. Ça, c'est une chance, je le dis maintenant, et je veux que les jeunes le sachent, parce que euh, c'est c'est une école, c'est un système, c'est un régime des études que nous regrettons. À l'époque, ça marchait, et ça marchait très bien. Je vois ici quelques étudiants, sinon un étudiant donc, que j'ai eu il y a très longtemps à l'École normale supérieure. Et je pense que cette époque-là donc, était importante dans ma carrière, dans ma vie. Et le fait d'avoir appartenu à cette institution, c'était stimulant, c'était parce qu'elle avait une réputation déjà toute faite, elle avait de bons enseignants et elle avait aussi de bons étudiants. Donc, euh, pour un jeune donc, comme moi, qui revenait d'Europe, c'était véritablement quelque chose d'impressionnant. Je devais faire comment dire, mes armes et mes preuves en même temps. Et j'ai beaucoup appris. Donc, mon métier d'enseignant, je l'ai appris à l'ENS. Et le terrain, je l'ai découvert, le terrain archéologique, je l'ai découvert aussi à l'ENS parce que à l'époque, on se devait d'emmener nos étudiants, parfois pendant 5 ou 6 jours de suite, sur le terrain et on donnait des cours sur le terrain. Et les cours sur le terrain, ça se prépare. Et donc, j'allais souvent préparer mes cours avant de les donner à mes étudiants. Je partais seul sur le terrain, etc., etc. Ça, c'était donc ma première chance, ma deuxième, si vous voulez. Et la troisième, dans la suite
de la deuxième, c'est la rencontre avec Sadr Ben Aziz, c'est la carte archéologique, donc, qui m'a permis de continuer sur cette lancée, euh, de découvrir le patrimoine autrement que je l'avais fait au départ, hein. Au départ, c'était donc pédagogique, scientifique, mais là, il y a une dimension de plus, c'est le patrimoine pour le patrimoine. Parce que quand on fait la carte archéologique, ce n'est pas uniquement courir derrière les découvertes archéologiques, mais c'est aussi servir le patrimoine, c'est aussi vivre le patrimoine et sentir le patrimoine et se reconnaître dans le patrimoine. C'est ça le plus important. Et je crois que la carte archéologique, pendant 5 ou 6 ans, m'a donné cette possibilité, ce souffle que j'ai gardé, que j'ai toujours. Et c'est très important. Bien entendu, le reste, après, c'est le cursus universitaire. Pour employer le mot cursus, c'est plutôt le parcours, hein, qu'il faut dire. Bon, c'est l'habilitation, bien entendu, qui est un temps fort dans la carrière de tout enseignant, hein. Il y a l'avant-habilitation et l'après-habilitation. Avec l'habilitation, c'est l'encadrement, c'est des choses sérieuses, c'est des étudiants, c'est euh, des aînés, hein, des étudiants donc, qui sont parfois et qui sont aujourd'hui nos collègues. Donc, c'est une mission différente, hein, un peu plus importante, c'est une responsabilité un peu plus grande. Et c'est aussi, donc, comment dire, une quête différente, autre, avec des précautions parfois, et, parce qu'il faut être à la hauteur, il faut toujours aller de l'avant, et il faut donner de l'espoir à ceux qu'on va encadrer ou à ceux qu'on encadre, en essayant de trouver des échappatoires, des percées. On a monté des unités de recherche, hein, par exemple, avec les Espagnols, hein. Donc, on a découvert d'autres horizons. Et quand on est en province, c'est pas facile tout cela, hein. Donc, on a fait ça, on a monté un laboratoire aussi par la suite, etc. Donc, bon, donc, je considère que j'ai été un peu chanceux, un peu vénard, comme on dit. Bon, mais chanceux aussi parce que j'ai eu de bons étudiants, parce que euh, l'époque était aussi à l'effort, tout était à l'effort. Bon, je ne dis pas que je ne suis pas passéiste, hein, je ne dis pas que maintenant les choses ne sont pas comme ça. Je pense que les jeunes vont faire de sorte que les choses vont aller un peu mieux. En tout cas, voilà pour mon parcours. Alors, bon, maintenant je suis retraité. Administrativement, quand on est retraité, c'est qu'on est mort, hein, on n'existe plus. De toute façon, euh, mais nous sommes vivants parce que nous sommes chercheurs. Et quand on est chercheur, je crois qu'on le reste à perpétuité, hein, il y a pas, c'est une façon de vivre. Donc, et bon, donc j'ai encore des projets. Et généralement, la retraite, c'est un moment de rétrospection, c'est-à-dire qu'on revient vers l'arrière et on se dit, on essaye de faire le bilan. Qu'a-t-on fait pendant toutes ces années? Est-ce que j'ai assez produit? Est-ce que j'ai assez encadré? Est-ce que j'ai assez écrit? Bon, et donc on fait le point avec soi-même, mais d'où les nouveaux projets, parce que et puis d'où aussi certains constats, parce que quand on est historien, et ça tous les historiens seront d'accord avec moi, pendant une carrière, il y a beaucoup d'idées, on brasse beaucoup d'idées en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, mais on ne suit pas toutes les idées que nous avons, hein. Nous réalisons très peu de choses. Nous réalisons certaines idées faciles, rapides à mettre en œuvre, à faire valoir scientifiquement, et puis il y en a d'autres qu'on garde comme ça, bon, quelque part dans nos pensées, et qu'on laisse mûrir. Et donc, certaines de mes pensées sont maintenant, je crois, bonnes
faire valoir, à exploiter. Je sais ce que je vais m'évertuer à faire donc, pendant les années à venir, je ne sais pas. Donc, j'ai encore donc, des choses à écrire. Je suis en train d'écrire. D'accord. Donc, mon troisième roman est sorti. Enfin, n'est pas sorti, mais a été donc donné à mon éditeur. Je ne sais pas s'il va le publier ou pas, mais en tout cas, moi, je l'ai fini. Bon. Et puis, bon, je travaille avec mes étudiants qui sont mes collègues, donc on a toujours d'autres projets. Je ne suis plus au laboratoire, mais je continue à travailler avec mes collègues. Donc, il y a pas de problème. Alors maintenant, l'écriture. C'est ça, on est là pour ça. Donc, que dire? Bon, moi je trouve qu'il n'y a rien d'atypique parce que d'aucuns pensent qu'un historien qui se met à écrire des romans, c'est un peu, c'est pas catholique, c'est pas normal, non, c'est tout à fait logique même, hein. Je pense que beaucoup de romanciers ont été des historiens d'abord, hein. Balzac, le grand Balzac, les Chouans par exemple, c'est de l'histoire, hein. Euh, les frères Goncourt, c'est des historiens, ils le disent, ils le reconnaissent, ils disent, nous, on est venus à la littérature euh, par l'histoire, Euh, tout à fait logiquement. Eh oui, mais on y vient, donc le chemin entre l'histoire et la littérature n'est pas aussi euh, long que cela, hein. Ça ne demande pas une... Bon, la façon d'écrire, c'est ça le plus important, c'est que quand on est historien, avec la formation que j'ai eue, on n'écrit pas de la même façon que les autres. Et moi, tout ce que j'écris est traversé par le patrimoine et assujetti au patrimoine. C'est-à-dire que je ne peux pas donc décrire une salle comme le fait quelqu'un qui n'est pas archéologue, qui n'est pas spécialiste en archéologie. Moi, je regarde les monuments, on trouve ça dans tous mes romans, surtout dans un exemple, par exemple, dans le premier livre, d'une oasis à l'autre, le narrateur, qui est petit, un petit garçon à l'époque, donc se promène quelque part à Nafta, donc il rencontre un petit berger et il discute avec lui sur les coupoles, la forme des coupoles. Alors, en disant que, tiens, ici, les coupoles n'ont pas toutes la même forme, elles sont différentes. Le berger lui dit, oui, mais moi j'ai une astuce, je sais les différencier, je sais les calculer, parce que Nafta, c'est Koufa, Sorara, il y a plein de coupoles. Et donc, comment les compter? Elles sont toutes pareilles, on n'arrive pas à les compter. Mais le petit berger, c'est nuancé. Alors, il y a des coupoles bulbeuses, il y a des coupoles hémisphériques, il y a des coupoles ceci, cela. Donc, ça, c'est l'archéologue. On ne peut pas passer. Alors, peut-être aussi un autre point qu'on peut discuter, c'est à travers le deuxième roman, c'est la francophonie, c'est cette histoire de langue, d'écriture. Euh, et pourquoi donc si Najah milite pour un prix international maghrébin de la francophonie, c'est-à-dire un prix auquel ne participeraient que les romanciers maghrébins. Donc, parce que quand on est maghrébin et quand on écrit en français, on n'écrit pas de la même façon que les autres. Et bon, Katib Yassine, bien entendu, a dit que c'est un butin de guerre, c'est vrai, mais c'est plus que ça. Je veux dire, on s'approprie en quelque sorte la langue des autres parce qu'elle fait partie de nous. Et là, encore, c'est la quête identitaire. Et là, c'est encore le patrimoine qui revient. Donc, c'est toujours la même mécanique, hein, qui se met en branle chaque fois qu'il y a matière à description, ou il y a matière à appréhension du monde ou des choses, hein. Bon, je ne sais pas quoi dire d'autre, hein, sinon que écrire pour un historien, il n'y a pas plus naturel, hein. Je veux dire, c'est pas, donc, il faut ôter de nos têtes l'idée que
un historien n'est pas, il peut être romancier. Je pense que nous avons, avec, surtout avec la touche patrimoine, nous avons de quoi écrire des romans à l'infini, je pense. Je ne sais pas si je peux continuer encore sur cette lancée ou. Oui, si vous voulez. Comme ça, vous pouvez prendre encore, si vous voulez, quelques minutes. Oui, bon. Alors sinon, bon, je ne veux pas parler de mon parcours parce que c'est toujours un peu délicat de parler de soi. Hein. Il y a toujours le risque d'être un peu présomptueux ou d'être un peu fat. Bon, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un chanceux et donc je pense que j'espère que je vais pouvoir Oui. continuer à l'être. Hein. Mais il va y avoir peut-être des questions et vous pouvez peut-être encore ajouter des choses. Oui, cette séance, chacun il la voit à sa manière. Vous l'avez vu, vous, c'est plus cursus. Le mot cursus, c'est lui qui l'a choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est Madame Monnier qui a choisi. Peut-être, oui. Alors, Parcours, c'est mieux. et le parcours aussi, mais sincèrement, moi, ce qui m'a intéressé le plus, ce qui m'a intéressé sont les deux romans faits par un historien. Qu'est-ce qu'on en tire et quel on pense cet exercice? Qu'est-ce qu'il peut donner? À mon avis, c'est plus qu'un passage de génération, comme vous l'avez dit. C'est autre chose. Entre parenthèses, j'ai beaucoup apprécié ce que vous dites à propos de l'école normale supérieure. J'étais moi aussi élève de l'école normale supérieure et j'ai enseigné aussi pendant des années à l'école normale supérieure, quand l'école normale supérieure était à Tunis, bien sûr. Bon, Elle a continué à être bonne, même à Sousse. ah oui, oui, c'est pas étonnant. Oui, écoute, je connais moi des collègues qui sont brillants et qui ont fait une carrière brillante, bien sûr. Alors, je reviens à ce qui a été dit d'abord au début, je vais peut-être revenir à la fin. Vous permettez que je dise quelques mots. Alors, ce sont ces romans-là qui m'intéressent personnellement. Sont des romans, est-ce qu'ils sont des romans mémoires? Parfois, c'est mémoire, vous dites autobiographique, mémoire. Vous avez dit aussi alors, que lire justement à travers ces deux mémoires? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Comment penser ces deux mémoires et quel est le rapport entre ces mémoires et l'histoire? Ou quel est le rapport entre le romancier ou l'historien et le romancier? Et puis, est-ce que les romans que vous avez écrits se détachent de l'histoire? À chaque fois, vous dites que je reste toujours archéologue, historien. Est-ce que ces romans sont des œuvres d'histoire aussi? Est-il possible de le dire? Il y a un problème. On peut dire que un roman, c'est une fiction. Autrement, il n'est pas roman. Mais on peut dire aussi que l'histoire, est-ce qu'elle n'est pas aussi l'histoire une fiction? Ben oui, sauf que le roman est une fiction avouée, claire, mais l'histoire, c'est une fiction aussi camouflée. Parce que nous, des historiens, la plupart, je crois, des gens qui sont là sont des historiens. Je sais parfaitement bien ce que nous écrivons. Bien sûr, on peut prétendre que c'est la science, pure et dure.
de Wéou. Il y a aussi de la fiction dans ce qu'on fait. Donc, entre le roman et l'histoire, il y a, à mon avis, des passerelles et des intérêts communs où on peut les traiter presque de la même manière. Moi, je vais vous donner une expérience. Et puis, je vous donne la parole. Et excusez-moi. Je me rappelle quand je faisais mes cours sur le XVIe siècle de l'histoire de la Tunisie. C'est un siècle où on n'a pas assez de sources. Il est connu. La principale source sur le XVIe siècle de l'histoire de la Tunisie, c'est le livre de Ibn Abi Dinar, Al-Mu'nis fi Akhbari Ifriqiya wa Tunis, qui a été écrit en 1681-82. Et alors, toute l'information que nous avons sur le XVIe siècle est écrite par Ibn Abi Dinar à la fin du XVIIe siècle. Et d'où Ibn Abi Dinar a tiré ses sources. Il n'a pas de sources écrites. Il le dit. Mais il a collecté les informations qu'il entend, qu'il écoute des gens qui parlent dans les cafés, et une mémoire collective, citadine à l'époque, et il les a utilisées. Alors, et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre source à part cette source considérée comme étant une source d'histoire, historiographique? Et c'est vrai que l'œuvre de l'histoire est une œuvre d'histoire. Elle a même déclenché une nouvelle manière d'écrire l'histoire. L'écrire l'histoire dans le sens moderne du mot. Bien sûr, après Ibn Khaldoun. Mais Ibn Khaldoun, dans un monde, bien sûr, et l'écriture de l'histoire à partir du XVIIe siècle, à partir d'Ibn Abi Dinar, entre autres, et s'écrit d'une autre manière, et c'est une écriture qui est très proche de l'histoire au sens moderne du mot. Bien sûr, certains historiens de nos jours ont tendance à stigmatiser les historiens de l'époque moderne en les qualifiant non d'historiens mais de chroniqueurs. Mais je n'entre pas dans ce débat. Alors, pour étudier le XVIe siècle, je me suis référé à autre chose. Un livre que vous connaissez, Bachir Khraïf, Barguellil. C'est une fiction. Barguellil. Et je vous assure que je tirais plus de renseignements et d'informations pour comprendre le XVIe siècle de Bachir Khraïf, son roman, que de Ibn Abi Dinar. Alors, donc, on a là quoi? On a histoire qui se veut histoire, mais en fait, c'est une fiction aussi. Et on a un roman, il est d'office considéré comme étant une fiction et qui est aussi fourni de l'histoire. Donc, alors, de l'histoire. Bien sûr, parce que Bachir Khraïf, avant d'écrire son roman, il a lu ce qui existe. Il a construit son roman et sa fiction en utilisant des faits réels. C'est-à-dire qu'il a forgé une fiction avec des éléments réels. Et sont ces éléments réels qui m'intéressent, moi, en tant qu'historien qui cherche à comprendre ce XVIe siècle. Et je l'ai dit, je l'ai donné à lire aussi pour mes étudiants. Alors, si vous voulez comprendre le XVIe siècle, vous n'avez qu'à lire Barguellil. Alors, voilà, j'essaie de poser le problème. Le passage entre l'histoire et les romans. Et ce qui lie les deux, c'est la fiction. Sauf que dans le roman, la fiction est avouée, elle n'est pas cachée, forcément avouée. Un romancier ne peut pas prétendre dire autre chose que la fiction, mais la fiction n'est jamais sans des éléments réels, historiques, etc. Mais aussi l'histoire, qui prétend être
scientifique au sens plein du terme, elle est aussi fiction. Et on a intérêt, les historiens, nous, quand on écrit, à révéler par nous-mêmes le côté fiction dans ce que nous faisons et à l'avouer. C'est mieux que de tromper les gens. Il faut leur dire, il me semble que c'est une fiction ce que je suis en train de dire. Voilà, merci, je vous donne la parole. Oui, ce que vous dites est tout à fait vrai dans la mesure où les romans comportent une part d'histoire. S'ils ne sont pas d'histoire, ils comportent une part d'histoire. L'histoire de celui qui écrit, d'abord, mais aussi son vécu, sa perception du temps. Et ça, donc, ça transparaît malgré lui. Il y a ce qu'on appelle l'équation personnelle de l'auteur. Elle traverse le temps et elle apparaît. Moi, par exemple, dans une oasis ou d'une oasis à l'autre, je décris des choses que j'ai vécues et que les historiens n'ont pas encore enregistrées. Je veux dire, il y a un petit décalage entre le moment où l'historien consigne des données et les officialise et les rend, entre guillemets, scientifiques, et le temps où se déroulent ces choses-là. Il y a un décalage d'un demi-siècle. Je m'étonne toujours, moi, on parle d'histoire immédiate, mais elle n'est jamais immédiate. Il y a toujours un décalage. Par exemple, ce que je raconte à propos des sauterelles, moi, je l'ai vécu, mais on n'en trouve pas trace dans les documents historiques. Quand je décris le voyage à l'époque, dans les années 60, de Nefta à Gabès, les historiens contemporanistes, je regrette, ils n'ont aucune idée de cela, que les gens mettaient 24 heures dans la Tunisie des années 60 pour faire 250 km ou 300 km, et qu'on passait la nuit à Gafsa parce qu'il n'y avait qu'un seul bus et un seul voyage donc par jour. Non, c'est comme pour Bargueli. Il faut lire des. Moi, je pense que Khaïf, bien entendu, est historien. Il n'est pas que romancier. Bah oui, parce qu'il a connu raconté. comme romancier. Oui, oui. Parce qu'il raconte des choses, des faits d'histoire. Inversement aussi, le romancier, donc parfois, il fait des reculs en arrière. Hein. Il ne décrit pas toujours le temps présent. Et là, il est plus romancier qu'historien. Par exemple, quand moi je regarde le shot, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce projet de mer intérieure, de mer saharienne, etc., d'utopie, etc. Et ça part dans tous les sens. Parce que là, je fais appel à mes connaissances d'historien. Quand je regarde Sidi Bouali, je pense au sunnisme, mais je pense aussi à l'ibadisme, à la guerre fratricide. Donc, entre ibadites et sunnites, etc. Je pense à la capitale, à Darjin. Là, je veux dire, c'est l'histoire ressurgit et le romancier s'en saisit pour fantasmer un peu là-dessus. Bon, parce qu'il rajoute, hein, c'est ça ce qu'on appelle l'équation personnelle, sa vision des choses. Et en réalité, il y a un aller-retour entre histoire et roman. Et c'est pour ça que vous avez raison. Bon, on doit considérer parfois les romans comme référence, comme source. Comme source. Bon, j'ai du mal, oui. En faisant attention. Voilà, en faisant attention. C'est vrai. Mais il y a un tamisage à faire. Il y a vraiment des précautions, beaucoup de précautions à prendre. Oui. Ce n'est jamais si simple. Non, c'est pas simple. Et là, c'est le métier de l'historien. L'historien averti, il doit savoir tirer profit. Oui. Comme vous venez de le dire, il y a des choses qui n'ont jamais été écrites. Oui. Là, c'est la mémoire. Oui. C'est la mémoire. Là. C'est votre mémoire qui essaye de rappeler tout ça, mais
une mémoire, comme toute mémoire, elle est, ça on l'a dit, elle est sélective, elle est déformante aussi, et, Subjective. et interprétative, ou elle justifie quelque chose, Oui. qui explique la personnalité de celui qui développe cette mémoire. OK, je donne la parole à... C'est plutôt un historien qui commence qu'un géographe. La parole à l'historien. تفضل. شكرا. شوف أنا juste j'ai voulu d'abord rendre hommage à la mémoire de Madame لالا منيرة. أما حبيت نشكر سي لطفي نداري شكر خاص على التقديم بتاعه، ونحب نهنيه مرة أخرى على تسميته كمدير عام على رأس الجمعية الأناب. ونحب نشكر برشا سي عبد اللطيف المرابط بور اون ريزون تري سامبل، هو أنه حقق لي حاجة أنا ديما نحلم بها ونخمم بها، نحاول قدر الإمكان باش نعملها، هي التالية: هو أن الأستاذ الجامعي صحيح هو قيمته في تقديم الدروس نتاعو، صحيح هو قيمته في التأطير الجامعي، هذاك مش حتى كلام، ثم قيمته أيضا في الإنتاج العلمي، هذه الحاجة الهامة. لكن الشيء اللي يهمني أكثر الآن أنه الأستاذ الجامعي لو فري يونيفرسيتير هو اللي يخرج خارج أسوار الجامعة، هو أنه يعمل العمل نتاعو في الجامعة كما يلزم، ويخرج خارج أسوار الجامعة بأفكاره وبأعماله. وأنت بالعمل هذايا سي عبد اللطيف حققت لي الأفكار اللي أنا نحب نعملها. أما quand même j'ai une petite question à vous poser, juste une petite question. Est-ce que dans votre troisième roman et les autres qui viendront, vous allez dépasser un peu la limite de l'immense? Merci. La limite de... Voilà, d'abord, je salue tout le monde. Je retrouve ici beaucoup d'anciens, de vieux routiers, si je peux dire, de l'Université tunisienne, et ça me fait grand plaisir de me retrouver ce matin avec vous. Et le mérite justement de ce genre de rencontre, c'est précisément de permettre aux uns ou aux autres de se retrouver à un moment où, hélas, il n'y a pas beaucoup d'espace de rencontre pour les académiciens et les universitaires. Donc, merci pour les organisateurs de ce séminaire. J'ai tenu à venir spécialement pour cette rencontre pour deux raisons. Ce qui va me permettre peut-être de faire deux petites remarques à titre de témoignage et d'hommage à la fois pour un ami, également lui aussi un ancien des étudiants de Paris. Je l'ai connu pour la première fois, si mes souvenirs sont bons, je crois au milieu des années 70, vers 76, par là. Et tout de suite, nous avions sympathisé pour deux raisons. D'abord, lui-même, il est de Gabès, moi-même, je suis de Tozeur, c'est des gens du Sud. Mais surtout, à l'époque, il m'avait surpris en me disant que je travaille ou je prépare une thèse sur le djéride, sur l'architecture, le patrimoine du djéride. Et j'avais compris que, bon, c'est un bon étudiant, sérieux, et qui va certainement faire quelque chose de bien. Et effectivement, il a fait une très belle thèse sur le djéride que j'ai eu l'occasion de lire et à ce titre, je lui rends hommage. Et c'est peut-être aussi à la fois l'occasion pour lui, parce que j'ai appris par la suite qu'il a vécu au djéride, et enfant ou élève. Et ça me rappelle beaucoup les gens qui ont écrit sur le djéride. J'aurais souhaité que dans son roman, il puisse parler aussi, à titre ne serait-ce que d'évocation, ceux qui étaient là, comme André Gide, Nefta, comme Jean Duvigneau, qui avait écrit Chibika, le fameux roman de Chibika. Pour ce qui est de son parcours, je n'ai pas à revenir. Je crois que lui a été donné d'écouter un très bel exposé, très belle présentation, assez exhaustive, je dirais même fastidieuse. Mais c'est un plaisir d'avoir appris tant de choses, tant de détails sur le parcours. Moi, je lui rends hommage pour peut-être trois qualités, si je peux dire. D'abord, le fait d'avoir été un historien et à la fois, je peux le dire, un géographe. Son intérêt pour l'histoire, la chronologie, mais aussi pour l'espace. C'est une bonne chose. C'est souvent, effectivement, en tant qu'historien, on est souvent quelque part géographe. Mais lui, il a excellé dans ce
ce chevauchement, si je peux dire, entre l'histoire et l'espace, je peux dire. Deuxième qualité, c'est d'avoir avoir écrit à la fois sur la période antique et sur la période médiévale. Et ça, pour faire un peu le lien, c'est toujours à une période de charnière de l'histoire de la Tunisie, vous le savez, ce passage donc de la Tunisie antique, romaine, byzantine, à la Tunisie arabo-musulmane. Et vous avez écrit de très beaux articles là-dessus, sur les Ibadites, à travers le Sud notamment. Troisième qualité, je pense, c'est peut-être aussi ce passage de l'histoire à la littérature. Je crois que c'est une bonne chose, même si elle est un peu tardive. Il n'est jamais trop tard. Et moi, je ne vous cache pas que souvent, j'ai, en forme de même, regretté un tout petit peu. Pourquoi pas? Parce qu'il m'a été donné de rencontrer beaucoup de grands romanciers à Paris dans les années 70, Amin Malouf à Jeune Afrique. Et lui, d'avoir été quelque part aussi, il était journaliste. Et il a fait ce passage de journalisme à la littérature. Et il a merveilleusement réussi. Amin Malouf, vous le savez, quelque part aussi, il a été historien. Lorsqu'on voit ce qu'il a écrit sur Léon l'Africain, sur Samarcande, il a dû faire un travail d'histoire aussi, ou sur les croisades vues par les Arabes. Moi-même, je me dis, j'avais cette tentation, mais je l'ai laissé tomber pour un tas de raisons. Je ne sais pas s'il y a toujours encore moyen de le faire assez tardivement. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, je tenais à venir pour rendre hommage, de vous encourager à persister et surtout peut-être aussi de vous rendre hommage pour avoir écrit en français, dans une très belle langue, enfin, un français de haut niveau. Je crois que ceux qui écrivent en français en ce moment, malheureusement, au niveau de la génération, la jeune génération se perd, le français se perd et c'est dommage. Et je crois que vous faites partie encore de ces survivants, entre guillemets, si je peux dire, et même peut-être de ces dinosaures en ce moment. Je l'ai constaté moi-même lorsque, en 2015, j'avais fait un séminaire donc, sur la Méditerranée. Et à ma grande surprise, je trouvais que, hélas, le français se perd d'une manière terrible en Tunisie, même auprès des jeunes ou des enseignants du secondaire qui venaient faire ce séminaire. Mais je constatais, hélas, que le français, hélas, a perdu beaucoup de terrain en Tunisie. Ça, c'est dommage. Donc, que vous puissiez encore écrire des romans dans une belle langue, ça, c'est peut-être une marque, à mon sens, qu'il faut apprécier. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, merci de toute cette œuvre assez de qualité, de ces articles, de ces ouvrages que vous avez dirigés. Voilà. Et il faut peut-être aussi venir un peu plus à Tunis, parce que vous restez, enfin, je sais que c'est difficile de venir à Tunis, on n'a pas l'occasion de venir, mais trouver le moyen peut-être que ici, Bayt el-Hikma peut jouer ce rôle, d'essayer de présenter, de constituer un espace de rencontre et de réflexion avec un peu plus d'occasions, de séminaires et d'activités pour permettre aux uns ou aux autres de se construire un peu plus que nous le faisons en ce moment. Voilà les petites remarques que je voulais faire. Merci encore une fois d'avoir organisé ce séminaire. Je remercie le professeur Mouhidine Hadri pour toutes ces remarques intéressantes et je donne la parole à... oui, allez-y, je l'ai pas vu. Après, c'est vous. Merci, Monsieur le Président. Rendons grâce à la mémoire du professeur Mounira Chapouto qui s'est battu pour introduire les arts et les lettres dans ce temple du savoir. Ce n'est pas par hasard, Mounira Chapouto était aussi féru de littérature comme Abdelatif Merabat. Par la même occasion, remercier si Abdelrazak Chine d'être un éditeur hétéroclite, comme d'ailleurs Contraste Édition. Ce n'est pas par hasard que ça se titre prémonitoire qui publie beaucoup de gens. Moi,
à propos d'Abdelatif Merabat, j'irai beaucoup plus loin. Abdelatif Merabat n'écrit pas seulement comme un historien, il écrit comme un normalien. Il écrit comme un normalien parce qu'il a été à l'école de la vie. La carte archéologique est l'école de la vie où on s'imprègne des terroirs et des paysages. Et là, ce n'est ni Abdelatif, ni Lotfi Nadari, ni Samira Ounallah qui vont me démentir, eux qui ont été à l'école de la vie, et je m'excuse de dire l'école de la vie de Sadek Ben Baziz. Abdelatif Merabat écrit comme un normalien parce que pour ceux qui connaissent les écrits de François Bayrou et d'André et de Bruno Le Maire, je ne parle pas des hommes politiques, hein, je parle des normaliens. Vous allez vous rendre compte en lisant ces écrits-là qu'Abdelatif Merabat est dans ce sillage-là. Moi, plus qu'historien, pour finir là-dessus, hein, je n'ai pas envie d'accaparer la parole, Abdelatif Merabat me fait penser à Marcel Pagnol. En me faisant penser à Marcel Pagnol, que ce soit dans La gloire de mon père ou Le château de ma mère, j'aurais eu tendance, moi, à inverser les titres des deux romans. Le premier roman, j'allais l'appeler peut-être Au nom du père, même si j'allais dire plutôt Au nom de la mère, tellement la figure titulaire à l'arrière-plan est écrasante de la maternité présente. Je ne dirais pas de la maman, mais de la maternité. Et que le second, j'allais l'appeler Au nom du père. Je ne sais pas pourquoi il l'a appelé Au nom du père. C'est comme ça que j'allais le faire, parce que Marcel Pagnol était un écrivain du terroir. Merci de nous rappeler nos racines. Et au moins avec toi, les identités ne sont pas meurtrières. Merci, Abdelatif. Merci pour cette intervention, le professeur Daouda Sam. La parole est à monsieur, je ne connais pas son nom. Alors, c'est Nourdine Sabri du département de français de Sousse et je crois être minoritaire ici. Sauf erreur, je crois que je suis le seul non-historien littéraire. Et donc, bien évidemment, je vais être dans l'hyperbole parce que là, le choix cursus, parcours, je vais aller dans le mot destin. Hein, pour parler de celui de M. Merabat, et il le mérite à mon avis. Alors, bien évidemment, laisser les historiens parler de littérature, heureusement que je suis là, j'avais envie de dire. Bien évidemment, c'est une expérience enrichissante pour la littérature, de toute façon, tunisienne, maghrébine, francophone, et universelle, je l'espère. Mais M. Merabat, je crois, va un peu loin dans ce didactisme en sous-titrant son roman, enfin son premier roman, roman autobiographique, alors que c'est au lecteur justement de découvrir ce qui est autobiographique et ce qui ne l'est pas. Donc, bien évidemment, là, la question du rapport entre le réel, l'histoire, et alors, du point de vue de la critique littéraire, je rappelle qu'il n'y a pas pire que ce mot histoire, même pour enseigner la narratologie. Parce que justement, c'est en même temps le récit, c'est en même temps le fait de raconter. En tout cas, je vous renvoie à Genève pour comprendre à quel point ce mot histoire est compliqué à enseigner même justement aux étudiants, tellement c'est inextricable. En tout cas, le rapport entre l'histoire racontée, l'histoire avec le fameux grand H et le rapport justement avec le réel. Donc, bien évidemment, on évoquait tout à l'heure Zola, surtout Balzac, en tout cas les réalistes du 19e, les naturalistes par la suite. Bien évidemment, la question qui se posait... Les Chouans, bien évidemment, c'est le seul, ça représente la partie histoire justement dans la comédie humaine, et c'est un roman unique justement de Zola. Mais Zola, je crois qu'il a été surtout sociologue, c'est-à-dire que c'est le recul qui va donner à ces romans-là la valeur historique. Zola. Comment? Balzac ou Zola? Balzac. Ah, pardon. Balzac, justement, donc c'est sa qualité de sociologue et c'est ce qu'elle a écrit justement sur la société du 19e, a pris de la valeur historique avec le recul justement chronologique par rapport au lecteur actuel. Alors, j'ai quand même une petite question. Sur, non pas ce qui a été déjà écrit que je n'ai pas encore lu, malheureusement, parce que j'appréhende ce moment de confronter M. Merabat que je connais et le Merabat fictif
Donc là, j'attends justement ce moment de plaisir, de découverte. Mais je vais te poser une question sur ce qui n'a pas été écrit, qui pourrait l'être dans l'avenir. Alors, pour nous, je dirais, comparatistes, francisants, l'œuvre qui a marqué justement le XXe siècle, ça reste quand même les mémoires d'Adrien de Yourcenar, où justement il y a quand même cette dimension mémoire, histoire et grand homme, hein, écrit par une femme. Donc un grand travail de décentrement qui a marqué justement, je dirais, l'histoire littéraire du XXe siècle. Donc, est-ce que tout ce que vous avez dans la tête par rapport à ces connaissances archéologiques, historiques, sociologiques, hein, et humaines, parce que justement, je crois, avant d'être tel ou tel spécialiste dans la vie, c'est l'humain, à mon avis, qui va rendre compte, et ça reste justement un regard de Abdelatif Mrab sur ce qu'il a vécu, c'est un témoignage justement de sa personne. Donc c'est surtout ça qu'à mon avis, il va falloir retenir de tout ça. Alors ma question, c'est est-ce que la tentation n'a pas été, ou ne sera peut-être pas dans l'avenir par rapport à incarner enfin, un personnage historique, c'est-à-dire que parler à la première personne, mais en évoquant l'un de ces fantômes qui hantent sûrement votre mémoire et votre expérience professionnelle. Merci. Merci. Oui, monsieur. Hein? Merci. Bonjour à tous. En fait, Seraptif tout à l'heure a dit que le passage entre l'historien et le romancier est facile quelque part, ou ce passage entre la littérature archéologique et la littérature romancière est facile. Moi, je dis qu'elle est plutôt difficile. Et si Annie a essayé à expliquer ça par ce passage, ce pont entre la littérature scientifique et la littérature romancière, par la fiction, ou le passage entre la fiction historique et la fiction romancière. Moi, j'ai un autre avis, en fait, parce que je sais que Seraptif a failli faire des études de cinéma à Paris. Et je connais son amour pour les longs métrages, hein, péplum des années 60, 70, 80. Et je pense que des scènes produites dans le premier roman ou le deuxième roman ne sont pas sans nous rappeler en fait l'amour de Seraptif du cinéma, hein, hein, la scène du petit garçon voyageant de Nafta à Gebes et toute cette faculté, si j'ose dire, de peindre des paysages, de tisser des discours ou de narrer même la mémoire du petit garçon. La scène du drame de Nafta aussi, dans le premier roman, causé par le ramassage des criquets, la place des platanes, cette description de la place des platanes dans le deuxième roman. Il y a du cinéma, je pense qu'il y a du cinéma aussi, quelque part, en tout cas, dans la culture enfin, je vais dire encyclopédique de Seraptif Mrab. Et c'est pour cela, en fait, que le passage entre la littérature scientifique et la littérature archéologique, je pense qu'il est un peu difficile. Ça demande une culture assez riche, en fait, pour produire de la littérature romancière. Enfin, je ne sais pas si c'est l'avis de Seraptif ou non. Merci, Serial Hamrouni, pour cette intervention. Alors, s'il n'y a pas d'autres qui parlent, je donne la parole à l'intervenant. Hein? D'accord. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre aux questions précises qui m'ont été posées. Alors, est-ce que je vais sortir de la limite de Gibbs ou du Limes? De Gibbs, hein? De Gibbs? Difficilement. C'est ça aussi, l'autre aspect donc, du lien entre le roman écrit par un historien et l'histoire. Je veux dire, il y a une dépendance, il y a une obsession, c'est un peu obsessionnel. Dans le deuxième roman, j'ai réussi à sortir de cela, donc c'est bon, plus ou moins, mais dans le troisième, je donne
le titre maintenant, donc, bien qu'il ne soit pas encore sorti, c'est le vert et le bleu, en pensant à l'oasis de Gabès et le bleu de la Méditerranée. Et c'est le patrimoine me retient, il me fait revenir chaque fois au premier pas. Donc, c'est vrai que c'est une, comment dire, c'est une dépendance, hein. Il va falloir apprendre à s'en défaire, mais bon, difficilement. Mais je pense que je vais pouvoir le faire puisque je l'ai fait pour le deuxième roman. Je pense, hein, donc, mais c'est ça le lien. Donc, on en revient toujours à cette question d'histoire. Il y a aussi votre vécu qui ne vous lâche pas facilement parce que le roman, ça a beau être de la fiction, mais c'est aussi des moments de franchise. C'est des moments de solitude. On est seul avec soi et on ne peut pas s'empêcher de revenir vers soi. Je veux dire, c'est un peu délicat, mais il est vrai, moi, ça me fait peur. Je me dis, est-ce que je vais pouvoir me détacher de ça? Bon, parce que pour se dire romancier, on doit pouvoir, donc, je pense, se détacher, hein, comme le font les grands romanciers. Pour la déformation que j'ai faite concernant la. Moi, je suis historien. Oui, 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 oui. Bon, donc, alors pour c'est Mohadine, bien entendu, nous sommes, comment dire, donc des compagnons de route. Nous avons été ensemble, donc, et je pense que vous devez ressentir la même chose que moi en me lisant, parce que nous avons à peu près les mêmes souvenirs, les mêmes. Parce qu'il y a l'oasis de Nafta et de Gibbs, mais il y a aussi Paname, il y a aussi Paris, qui est pour moi aussi une autre oasis. L'oasis, c'est la. Bon, je veux dire, c'est pas uniquement l'oasis matérielle, hein, quelques palmiers. C'est aussi le lieu où l'on se sent bien, où l'on se sent chez soi. C'est la métaphore. C'est la métaphore, oui, c'est la métaphore. Et donc Paris est aussi une oasis pour cela. Et les années que j'ai passées à Paris sont pour moi des années d'oasitude, hein, si on peut utiliser le terme. Donc, pour Riyad, oui, il est vrai que écrire, c'est toujours voir les choses, hein, c'est des images. Et donc, cette idée de cinéma, oui, elle est toujours là. Et moi, quand je décris le voyage donc, entre Nafta et Gibbs dans un bus dans les années 60, je me dis, mais où sont les cinéastes? Parce que c'est aux cinéastes de retracer. Moi, je me rappelle avoir. Et d'ailleurs, l'idée, comment j'en suis venu à décrire ce trajet, parce que j'ai vu un film à Paris il y a quelques temps de cela, Le Voyage des comédiens, un film grec, où une troupe théâtrale donc, voyage à travers la Grèce. Et, et cette idée de voyage avec des paysages, donc le film narre les paysages traversés, les périodes aussi, l'histoire de la Grèce, etc. Mais l'idée que l'image puisse véhiculer des idées d'espace et de chronologie, c'est capital dans l'écriture. C'est quelque chose de. On ne peut pas écrire si l'on n'imagine pas les choses qu'on est en train d'écrire. C'est le lien entre écriture et image est aussi important que le lien entre histoire et roman. Je pense que tout cela, c'est et c'est pour ça que bon, le romancier, comment dire, invoque un peu sa culture, son bagage. Et il use de toutes les armes possibles et imaginables pour exprimer un peu son point de vue. Alors, donc tout vient en même temps, images, vécu, connaissances scientifiques, perception des choses, positionnement, etc. Donc, et c'est ça l'intérêt de l'écriture. Et c'est ça qui fait que j'ai envie d'écrire. Ouais, parce que finalement, tout ça, c'est, comme ça a été dit, c'est la vie, c'est véritablement capital, c'est vital. Voilà.
Moi, je pense avoir répondu un peu pour le roman historique, hein, entre guillemets. Non, j'ai pas. Parce que je suis historien, je ne peux pas me mettre à écrire des romans historiques. Mais comme je ne suis pas romancier, je peux, de profession, je veux dire, je peux imaginer des scènes où... Parce que si j'écris un roman sur un personnage, un empereur, nous avons en ce moment beaucoup de soutenance sur des empereurs. Bon, je vais redevenir historien. Et là, c'est la rigueur, c'est compliqué. Ça métier qui va reprendre le dessus. Et donc, je ne vais plus me retrouver. Moi, je me défoule, en quelque sorte, aussi, hein, en écrivant des romans. Hein. C'est important pour moi. Pour l'histoire, je fais mes petits articles de temps en temps, je participe à des colloques. J'ai des projets que j'ai mûris depuis longtemps, donc l'effort est déjà fait. Je vais le capitaliser. Mais maintenant, me mettre à écrire une biographie, c'est très, très difficile. C'est non, non. Voilà. Vous avez fait la comparaison avec Balzac. Mm. Et je trouve il faut réfléchir à cette comparaison et elle mérite d'être approfondie. Mm. Balzac, lui, d'après vous, il était venu de l'histoire à la littérature, comme vous. Or, je trouve que la différence est énorme. Est-ce que vous savez qu'au 19e siècle, à cette époque-là, il n'y avait pas une spécialité histoire. L'histoire ne devient une spécialité indépendante de la littérature et de la philosophie qu'au cours de seconde moitié du 19e siècle, fin 19e siècle. Mais jusque là, histoire, littérature, philosophie sont même spécialité. Et même spécialité. C'est-à-dire que l'historien ne peut pas se dire il n'est pas philosophe, il n'est pas homme de lettres. Donc la spécialisation ou la spécialité histoire, elle n'est apparue réellement, elle devient dans les programmes indépendants de la philosophie et de la littérature qu'à la fin de la seconde moitié du 19e siècle. Or, nous, maintenant, vous écrivez à une époque d'histoire et une matière indépendante de la littérature. Alors, si vous ne voulez pas ajouter quelque chose, on peut arrêter la séance et en vous remerciant tous pour cette séance intéressante. Allez, il y a une pause café, enfin, ou une réception en bas.